Bonjour tout le monde, on est prêt à commencer la leçon 8 qui va porter sur le pH. Vous avez probablement déjà entendu le terme pH. On parle du pH par exemple d'une piscine, d'un spa ou d'un aquarium. Mais le pH, dans le fond, ça s'applique à tous les liquides. Et c'est une propriété qui va être quand même très importante dans le domaine de l'horticulture. Donc ça mesure quoi exactement le pH? Bien, le terme pH, pour commencer, veut dire potentiel hydrogène ou quantité d'hydrogène ou concentration d'hydrogène dans une solution. Donc, plus il va y avoir d'hydrogène, plus le milieu va être acide. Qu'est-ce que ça change pour nous, horticulteurs? Qu'est-ce que ça change que le sol soit acide, neutre ou alcalin? Quelle influence ça va avoir sur les plantes? Bien, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Donc, on commence avec le pH est une mesure du degré d'acidité. Donc, on va savoir avec le pH si le milieu est acide, neutre ou alcalin, comme je l'ai dit plus tôt. Et maintenant, on va répondre à la grande question. Ça change quoi au juste pour nous, horticulteurs? Ça change quoi pour les plantes? Donc, le pH, c'est un indice de la disponibilité des éléments nutritifs du sol. On pourrait même souligner le terme disponibilité parce que dans le fond, c'est ça que ça mesure le pH pour nous. Si le pH est bon, les éléments nutritifs du sol vont être disponibles, vont être solubles. Si vous connaissez bien la différence entre soluble et insoluble, j'utilise souvent le même exemple. Soluble, c'est comme quand on met du sucre dans le café. Le sucre, il fond dans le café, il est soluble. Insoluble, c'est si on mettait du sable dans du café. Donc évidemment, le sable va se ramasser dans le fond, il est insoluble, il ne fond pas dans l'eau. Donc le pH va changer quoi au juste? Comme je le disais tantôt, il influence la disponibilité des minéraux. Donc, dans un bon pH, dans un sol qui a un pH adéquat, les éléments nutritifs vont fondre dans la solution. Donc, quand la plante va absorber de l'eau du sol, elle va absorber facilement les minéraux qui sont solubilisés ou fondus dans cette eau-là. Alors que si le pH est mauvais, les éléments vont devenir insolubles ou certains éléments vont devenir insolubles, donc vont plus ou moins cristalliser dans le sol. Et même si on arrose notre sol en souhaitant que la plante absorbe des éléments nutritifs, ils ne pourront pas entrer dans la plante tout simplement parce qu'ils sont sous forme solide, un peu comme du sable dans du café. Donc les éléments ne veulent pas fondre dans l'eau et ne peuvent pas être assimilés par les plantes. Donc on pourrait avoir un sol très riche en éléments nutritifs, mais si le pH n'est pas bon, la plante n'a pas accès à la plupart des minéraux parce qu'ils sont sous forme cristallisée ou solide et insoluble. Donc, notre but comme horticulteur, ça va être d'amener le sol à un bon pH pour que la plante puisse absorber facilement les éléments nutritifs du sol. Donc, ça revient au point que je disais tantôt. Le pH a une influence sur la disponibilité des éléments nutritifs du sol. Donc, le pH ne nous dira pas s'il y a beaucoup d'éléments nutritifs dans le sol ou pas. Le pH va nous dire les éléments qui sont actuellement dans le sol. Est-ce que la plante peut y avoir accès? Oui ou non. Donc, concrètement, si le pH n'est pas bon, ça va être notre travail d'horticulteur de l'ajuster afin que les plantes puissent se nourrir facilement. Je donne souvent l'exemple d'un frigo. Donc, comme un frigo, le pH ne nous dit pas la quantité d'éléments ou d'aliments qu'il y a dans le frigo. Le pH nous dit comment grand la porte du frigo va s'ouvrir. Donc, si le pH est bon, c'est comme si la porte du frigo s'ouvre au complet et qu'on a accès à tous les aliments qu'il y a dans le frigo. Alors qu'un mauvais pH, la porte ouvre juste un peu. Ça se peut que le frigo soit bourré d'aliments, mais si la porte ouvre juste un petit peu, on va avoir accès à seulement les choses les plus minces, comme le yogourt dans la porte du frigo, peut-être la bière si on est chanceux, puis les tranches de single. Mais on n'aura pas accès à la dinde ou au jambon qui est sur la tablette du milieu. Donc, un bon pH est important pour les plantes pour avoir accès aux éléments nutritifs du sol. Quand le pH est bon, les plantes peuvent absorber plus facilement les éléments nutritifs. C'est un petit peu ce que je viens d'expliquer. L'échelle de pH va de 0 à 14. Plus on tend vers le 0, plus c'est acide. Plus on tend vers le 14, plus c'est alcalin. Et en plein milieu, le 7 est le pH neutre. Donc de l'eau distillée a un pH neutre, dans le sens où il y a un équilibre de l'acidité et de l'alcalinité. pH 7, neutre. Et je répète, quand on tend vers le 0, ça s'acidifie. Et plus le chiffre va monter, plus ça s'alcalinise ou ça devient basique. Donc, échelle de 0 à 14. Et chaque fois qu'on se déplace d'un point sur l'échelle de pH, par exemple, si je passe de pH 7 à pH 6, j'ai 10 fois plus d'acidité à pH 6 qu'à pH 7. Si je passe de 6 à 5, j'ai encore 10 fois plus d'acidité. Et si je passe de pH 7
À pH 5, c'est-à-dire si je fais 2 bons, j'ai 10 fois 10, c'est-à-dire 100 fois plus d'acidité. Alors, vous allez comprendre que quand on s'éloigne du pH idéal, l'impact devient assez important et rapidement. Donc, l'échelle de pH de 0 à 14. Des exemples de produits, juste pour vous donner quelques idées de produits courants que vous avez autour de vous et de leur valeur de pH. Donc, on commence avec les acides gastriques, ce qu'on a dans l'estomac. Évidemment, c'est très acide dans notre estomac pour être capable de digérer les protéines et les aliments qu'on mange, dans le fond. Donc, le pH dans l'estomac est à 1. Le jus de citron a un pH d'environ 2. Donc, le jus de citron est très acide. Vous pressez un citron, vous mettez un pH mètre dans le jus de citron, vous devriez avoir une lecture qui va s'approcher de 2. Par contre, quand on absorbe le citron dans le corps, ça a un effet alcalinisant pour différentes raisons métaboliques. Donc, il est alcalinisant pour nous, mais comme tel, si on le prend tel quel dans un verre, il est très acide, le jus de citron. À pH 3, on a le vinaigre, le cola. Le cola est en pH 3, pH 4. Donc, le Coke, le Pepsi, c'est très acide. Pourquoi? Si vous lisez sur une canette de Coke ou de Pepsi, vous allez voir qu'un des ingrédients, c'est l'acide phosphorique. Et l'acide phosphorique, c'est très fort, ça fait fondre des roches. Donc on ajoute de l'acide phosphorique dans les boissons sucrées du genre Coke ou Pepsi, ce qui fait en sorte que c'est très acide. Vous le savez probablement, si vous prenez un verre de Coke et vous mettez un vieux sous-noir dedans, il devient comme un œuf. Il y en a qui vont faire ça pour des bijoux, par exemple. Ils vont les faire tremper dans du coke. Il y en a qui vont nettoyer leur poignée de porte avec du coke aussi, parce que c'est très acide. Ça nettoie la cuvette de salle de bain, ça nettoie plein de choses à cause de l'acidité que ça contient. À pH 4, le jus de tomate, le jus de pomme, le jus d'orange, donc ça va tourner autour de pH 4. Donc c'est des produits qui sont relativement acides. À pH 5, le café noir. Évidemment, si vous ajoutez du lait dans votre café ou de la crème dans votre café, c'est un peu comme mettre de la chaux dans un sol acide. Ça va neutraliser un petit peu votre café. Mais au départ, votre café a un pH d'environ 5. La bière aussi, c'est acide, avec un pH autour de 5 aussi. À pH 6, le thé. L'urine aussi, un pH autour de 6 en général. Et pH 7, la neutralité, donc le lait. Le lait a un pH de 7. Je disais tantôt, l'eau distillée a un pH de 7 aussi. Malheureusement, on ne peut pas utiliser ces produits-là pour calibrer un pH mètre parce que l'eau a un pH très, très instable. Pour ce qui est du lait, à la base, c'est un produit qui est neutre, mais quand on boit le lait, ça a un effet acidifiant dans notre système digestif à cause des protéines du lait, entre autres, qui sont difficiles à digérer et ça provoque une sécrétion d'acidité dans le corps. pH 8, l'eau de mer, le blanc d'œuf, donc des produits légèrement alcalins. Là, on s'en va du côté alcalin tranquillement quand les chiffres montent au-dessus de 7. Donc pH 8, produit légèrement alcalinisant. pH 9, le bicarbonate de soude, la plupart des savons ou des shampoings, ça varie, mais ça va être légèrement alcalinisant en général les produits nettoyants. pH 10, le lait de magnésie pour des gens qui ont des brûlures d'estomac, donc c'est plus ou moins comme boire de la chaux. Ça va neutraliser l'acidité au niveau de l'estomac. pH 11, l'ammoniac. L'eau de Javel est à pH 11, pH 12, donc c'est des produits qui sont très alcalinisants. Si vous touchez de l'eau de Javel, si vous en avez un petit peu sur les doigts, vous allez sentir une sensation de visqueux, ce qui est propre aux produits alcalins en général. Et souvent, on pense que les produits acides sont corrosifs, mais les produits alcalins le sont aussi. La preuve, si vous regardez sur un contenant d'eau de Javel, vous allez avoir une main de squelette qui vous indique que le produit il est corrosif. Donc, alcalin, ça peut être problématique aussi. À pH 12, la chaux. Évidemment, la chaux est très alcalinisante, mais on met des petites quantités de chaux par rapport à des gros volumes de sol. Donc, ça va permettre de remonter le pH, mais ce n'est pas parce que vous mettez quelques kilogrammes de chaux dans une plate-bande que votre pH va monter à 12. Si votre sol est acide, ça va aider à le corriger, mais ça ne va pas le faire monter de façon astronomique, à moins d'échapper le sac au complet. pH 13, je n'avais pas de produit. Et à pH 14, les produits débouchants du genre Drano, évidemment, des produits hautement corrosifs. Donc, ça, c'est simplement pour vous donner quelques exemples de produits que vous avez autour de chez vous, dans votre maison probablement, qui ont des pH de très acides à très alcalins. Le pH idéal en horticulture, dans le fond, c'est ce qui nous intéresse. Je ne vous demanderai pas en examen c'est quoi le pH du jus de citron. Donc, le pH idéal en horticulture, ça dépend des sols, mais de façon générale, on va dire autour de 6,5. C'est-à-dire que c'est à un pH de 6,5 que la plupart des minéraux vont être le plus disponibles.
Plus on va s'éloigner du 6,5 vers le bas, évidemment, plus ça va être acide, et plus il y a certains minéraux qui vont se cristalliser, qui vont devenir moins solubles. Et quand on dépasse le 6,5 et qu'on s'en va vers le haut, donc le sol devient plus alcalin, la même chose, il y a des éléments qui deviennent moins disponibles. Donc, en horticulture, on va essayer le plus possible pour des sols à l'extérieur de s'approcher d'un pH de 6,5, encore une fois, pour avoir un maximum de disponibilité des minéraux qui sont déjà présents dans le sol. Et si on ajoute des engrais, on veut que les engrais soient efficaces et c'est à pH 6,5 que nos engrais vont être le plus efficaces. Je répète, pour un sol minéral, c'est-à-dire un sol à l'extérieur, potager, plate-bande, pelouse, etc. Pour un substrat en serre, si on travaille avec du ProMix ou des produits équivalents, les éléments ne se comportent pas de la même façon. Les éléments nutritifs se comportent un peu différemment dans un substrat. Ce n'est pas les mêmes proportions d'éléments nutritifs, ce qui fait que le pH idéal n'est pas le même. Dans un substrat, on va viser plutôt un pH entre 5,5 et 6. Certains vont dire 5,8, certains vont dire entre 5 et 6, entre 5 et 6,5, mais je vous dirais de façon générale, entre 5,5 et 6, c'est là qu'on va avoir le maximum de disponibilité des éléments nutritifs dans un substrat. D'ailleurs, si vous achetez un produit tout préparé du genre ProMix ou AgroMix, généralement, ces compagnies-là vont ajuster le pH autour de 5,7, 5,8, justement pour que les éléments nutritifs qui sont dans le mélange ou les éléments que vous allez ajouter quand vous allez fertiliser soient pleinement disponibles aux plantes. Il y a des plantes de milieu acide. Il y a des plantes qui ont des besoins différents. Il y a quelques plantes de milieu alcalin, j'en parlerai tantôt, mais les plantes exceptionnelles sont plus souvent des plantes de milieu acide. Donc, des plantes de milieu acide, ça veut dire quoi? Ça veut dire des plantes qui sont très peu gourmandes en certains minéraux, qui sont peu disponibles à pH acide. Et c'est des plantes qui vont se débrouiller très bien, même s'il y a moins de disponibilité de certains minéraux à ces pH-là. Donc, plantes de milieu acide, on parle entre autres du bleuet. Le pH idéal du bleuet est pas mal entre 4,5 et 5,5. Les azalées, la même chose, donc pH 4,5 à 5,5. Les rhododendrons, la même chose, donc pH relativement acide entre 4,5 et 5,5. Les hydrangées bleus aussi vont apprécier un pH entre 4,5 et 5,5. D'ailleurs, souvent les 3 plantes ou les 4 plantes que je viens de vous nommer là sont des plantes qu'on va planter dans un sol où on mélange moitié terre, moitié tourbe de sphène, justement pour acidifier quand même pas mal le sol. C'est des plantes qui aiment les milieux assez acides. 4,5, je vous rappelle, c'est 2 points en bas de la norme. 6,5, c'est la norme. 5,5, 4,5, c'est donc 2 points plus bas. Et je vous rappelle que c'est un facteur de 10 à chaque fois qu'on change d'un point. Donc, ces plantes-là sont capables de vivre dans des milieux 100 fois plus acides que la normale. À 4,5, c'est 100 fois plus acide. À 5,5, c'est les 10 fois plus. Donc, ils sont capables de vivre dans ces milieux-là relativement ou même très acides. Les autres plantes de milieu acide vont tolérer des pH autour de 5,5. Je dis tolérer, c'est même préférer des pH autour de 5,5. Donc, on a les conifères en général, les pins, les sapins, les épinettes, les pruches vont préférer des pH autour de 5,5, soit 10 fois plus acide que la normale. Magnolia, la même chose, 5,5. Les bruyères, 5,5. Les muguets aussi autour de 5,5. Je n'ai pas mis, mais les fougères aussi préfèrent les milieux un petit peu plus acides. Je vous dirais, pour vous simplifier la tâche, toutes les plantes de milieu acide devraient idéalement être regroupées dans la même plate-bande. Au moment de la plantation, on peut très bien mélanger moitié terre et moitié tourbe de sphène pour acidifier le milieu. Au besoin, surtout si on est dans une région où le sol est plus argileux et alcalin, par exemple dans la région de Laval ou de Montréal, ça peut être nécessaire de temps en temps, tous les 2 ans par exemple, tous les 3 ans, ajouter un petit peu de produits acidifiants dans le sol pour être sûr que le pH reste au niveau souhaité, parce que sinon il va avoir tendance à remonter vers la normale. Donc ça, c'est les petits trucs pour les plantes de milieu acide, comme je vous disais tantôt, un point de pH en dessous. Si on veut simplifier la tâche, toutes les plantes de milieu acide, on pourrait mettre ça à pH 5,5 et ça fonctionnerait très bien. Maintenant, en résumé, quand le pH est trop bas ou quand le pH est trop haut, les éléments nutritifs sont moins disponibles. Et quand le pH est trop bas, il y a certains éléments qui ne sont pas disponibles. Quand le pH est trop haut, ce n'est pas nécessairement les mêmes éléments qui ne sont pas disponibles. Mais dans un cas comme dans l'autre, quand on s'éloigne du pH idéal, on perd des éléments nutritifs pour les plantes.